Crevé, l'idée de faire le film vient de ceci, c'est que l'année précédente, j'avais sorti un long-métrage qui s'appelle Luc ou la part des choses. Luc ou la part des choses est un film qui parle de l'homosexualité, qui était une commande du ministère de l'Éducation du Québec. Et contrairement à ce que plusieurs m'avaient dit, en tout cas, Luc a eu un excellent succès auprès du public. On l'a sorti au Festival des films du monde de Montréal, à la salle Thompson à Trois-Rivières. Et après ça, le film a circulé, puis ça a très bien marché. Alors, suite à ce succès-là, quelqu'un m'a dit, il dit, pourquoi tu ne ferais pas un autre film sur l'homosexualité? Là-dessus, moi, j'avais dit, ben, j'ai dit, écoute, un, c'est suffisant, là. Et l'autre, il dit, tu devrais faire un film sur la prostitution masculine. Et ça m'a intéressé. Alors, l'idée vient de là. Maintenant, à procéder à l'écriture du scénario, c'est un monde que je ne connaissais pas. Je me suis jamais prostitué moi-même. J'ai pas payé de clients. Et donc, on ne se lance pas dans un sujet comme ça, tu sais, à brûle pour point. Alors donc, une fois que j'ai pris la décision de faire le film, bien là, ça a été une recherche qui a été quand même longue, ça a pris plusieurs mois. J'avais un ami qui était propriétaire d'un bar. Et puis, j'avais demandé à lui de me mettre en contact avec des propriétaires de bars. Et là, je me suis lancé dans une enquête qui va durer plusieurs mois. Au début, avec beaucoup de difficultés, parce que quand j'entrais en contact avec des gens en bar, pourquoi? C'est qu'eux me fassent rencontrer des clients et des prostituées. Alors là, tout le monde pensait que j'étais de la police, donc ça a été vraiment compliqué. Finalement, une fois qu'ils ont fini par comprendre que je n'étais pas de la police, mais que j'étais un cinéaste qui voulait préparer le scénario, là, j'ai été mis en contact, et ça, sur plusieurs mois, là, j'ai rencontré à peu près 50 vrais clients, donc des hommes qui avaient déjà payé des gars, OK? Et puis j'ai rencontré à peu près 75 prostituées. Alors, imagine-toi le dossier, là, j'ai ramassé un dossier considérable des confessions de ces gens-là. Et puis, c'est à partir de ce matériel-là que j'ai écrit le scénario de Crevé. Et dans Crevé, le dialogue, évidemment, il est mis dans un français international, mais il n'y a pas... c'est sûr que la structure dramatique est obligée de condenser des choses, sinon j'aurais fait un film de 5 heures. Mais les dialogues sont... En fait, toutes les idées véhiculées par le dialogue du long-métrage viennent de ce que mes informateurs m'ont dit au moment de mes rencontres avec eux. Et puis, entre autres, par exemple, la scène du viol qui est dans le film, ça m'a été conté par un informateur dont le prénom est Louis. Louis m'avait conté cette horrible aventure. Il avait été ramassé par 3 hommes un soir qui se prostituaient. Puis ces gens-là, ces 3 hommes-là l'ont amené sur un chemin de campagne, ils l'ont violé, mais le viol avait été assez dur, il s'était fait casser la mâchoire. Donc, je ne suis pas allé aussi loin que ça dans le film, parce que là, je me disais, oups, là, trop, c'est trop. Mais encore une fois, tout le contenu du film, c'est des choses, c'est du vécu. Tu sais, je ne peux pas dire que c'est inspiré d'une histoire vraie, non, mais le contenu est inspiré de plusieurs histoires. Pour trouver les acteurs, étant donné que les personnages dans le scénario étaient vraiment très précis, pour trouver les acteurs, j'ai fait passer une annonce dans le journal Le Nouvelliste disant que les films Michel Audier Limité, là, à ce moment-là, j'avais ma maison de production, que les films Michel Audier Limité cherchaient des acteurs, des garçons et des filles entre 17 et 20 ans pour tourner dans un long métrage, et que ceux qui voulaient peut-être tenter l'expérience se présentent à un endroit précis entre telle heure et telle heure. Finalement, de mémoire, on s'est installé dans un bar. J'avais encore le même ami qui m'avait permis de faire mes entrevues à ce bar-là, il m'avait prêté le bar. Et puis, c'est 2 jours, je crois. En 2 jours, de 8h30 le matin à 5h, il est venu à peu près 75 personnes. On avait des espèces de fiches prêtes d'avance. On prenait le nom, l'adresse et la photo, parce que dans la note du journal, on avait demandé que les candidats nous apportent une photo. Et dans ces 75-là, j'en ai sélectionné 5. De ces 5-là, après, j'ai tourné ce qu'on appelle en anglais un screen test, un test d'écran.
Parce que au cinéma, vous savez, il y a des gens qui sont photogéniques, puis d'autres qui ne le sont pas, puis d'autres qui dégagent, puis d'autres qui dégagent moins. En tout cas, déjà, au niveau du test, un test d'écran, c'est pour savoir est-ce que la personne va être capable, est-ce qu'elle a du talent, quel est aussi le travail de formation que moi je devrais faire avant le tournage du film. Alors, de ces cinq-là, on a tourné un test d'écran. Après le tournage de ça, le visionnement, j'en ai laissé tomber trois, puis j'en ai conservé deux. Après ça, des deux, j'ai retourné un deuxième test d'écran. Et là, j'ai gardé Mario Leblanc, qui joue le rôle de François. Mario qui est merveilleux dans le film, et c'est vrai qu'il s'en tire bien. Puis ce bonhomme-là avait un talent incroyable, extrêmement intelligent, hyperactif, nerveux. C'était quelque chose de bien, mais sur le plateau, il était capable de se concentrer. Quand c'était le moment de se calmer, comme on dit, mais attention, on tourne, il tournait. Si t'as pas d'argent, on peut toujours s'arranger. Oh, ta main jouée cœur. Si tu penses que tu vas me poigner le cul pour de l'argent, tu te trompes. Sais-tu ce que tu vas faire, là? Tu vas sortir d'ici. Ton maudit loyer, je vais te le payer. Mais pour tout de suite, t'es chez nous, puis tu vas sortir. Fais attention à comment tu me parles, jeune. Mais au niveau du casting, donc avec Mario Leblanc, qui joue le rôle de François, le Mario va vivre avec moi un training qui va durer presque un mois. Là. Comment bouger, diction, etc. Pour le personnage de Claude, imaginez-vous, lui, je l'ai trouvé en revenant de Montréal. Une belle journée d'été, j'étais allé à Montréal pour affaires, je revenais et je vois un garçon sur le bord de la 40 qui faisait du pouce. Il faisait très chaud ce journée-là, torse nu, et honnêtement, je trouvais qu'il avait l'air plus prostitué. Son prénom est Jacques. Alors j'arrête, je rembarque le fameux Jacques en question. C'est un garçon d'à 18-19 ans, il demeure à Shawinigan et j'expose mon projet, ce qui me plaçait déjà dans une bizarre situation. Le gars se ramassait sur le pouce, puis se fait éventuellement proposer de tourner un film, ça pouvait sembler louche. Lui prend ça en l'air, etc. Alors finalement, je le verrai quelques jours après, et il avait le physique, il était parfait. C'était le Claude prostitué tel quel, il avait l'allure et tout ça. Le problème, c'est qu'on a tourné 3-4 tests d'écran avec lui, puis le pauvre bonhomme, ça ne fonctionnait pas, il ne pouvait pas jouer. Il était bien chic, ce gars-là, parce qu'à un moment donné, j'ai été obligé de l'informer, il aurait bien voulu vivre l'expérience. Mais je dis, écoute, Jacques, c'est pas possible, là, c'est pas de ta faute, mais t'as pas ça dans le sang. Finalement, je ne l'ai pas pris. Et puis, il a été chic, puis il est venu sur le plateau de tournage souvent. Et le tournage commençait le lundi, et j'ai toujours pas Claude, là. Le vendredi, 3 jours avant le début de tournage, j'ai toujours pas l'acteur qui va jouer le personnage de Claude. Fait que là, c'est le branle-bas de combat. Et mon assistant me propose un acteur professionnel de Montréal, Gilbert Turp. Alors, on a appelé Gilbert le vendredi. Gilbert ne me connaît pas du tout. Moi, je le connais de nom parce qu'il jouait dans un téléroman de Radio-Canada, donc je l'avais déjà vu. Donc, physiquement, je savais, puis je savais que, bon, c'était un acteur formé, professionnel. Alors, il a trouvé le projet tout à fait intéressant. Il est descendu de Montréal le lendemain, le samedi, a lu le scénario, comme on dit, une bouffée. Et puis, le dimanche, la veille du début du tournage, quelques mises en place avec Mario Leblanc qui joue François et lui, etc. Et là, sur le plateau, il va arriver un grand miracle parce que dans le scénario de fiction de Chloé, tu as vu le film, François et Claude, c'est deux êtres démunis, mais qui sont amis. Et sur le plateau de tournage, en commençant, évidemment, pardon, Mario Leblanc et Gilbert Turp ne se connaissent pas, mais ils vont devenir de très bons amis pendant le tournage, ce qui a servi plusieurs scènes. Hey, Claude! Check! Notre piscine! Échauffé! Ah, ben avec ça, on n'a plus besoin de travailler. Où est passée ta femme? Elle est partie avec la tienne. Ah, ben on va se faire venir des filles.
Les lieux de tournage de Crevé, c'est, comme on dit, en location réelle. Alors, tout le film a été tourné à Trois-Rivières, à l'exception de la scène du viol qui a été tournée dans un rang à Saint-Étienne-des-Grès, qui est un village pas loin. Mais tout le reste a été tourné dans la ville, les intérieurs et les extérieurs aussi. Et ça, quand on tourne en décor réel, des fois, c'est un peu compliqué, surtout pour les intérieurs. Parce que l'équipement de cinéma, ça prend de la place. S'il y a un travelling, bon, ça prend de la place. Quand on bâtit une chambre dans un studio, on peut tosser les murs, tu vois, on prend le panneau pour le tasse, puis on travaille. Mais dans une vraie location, on est contraint parfois. Ça, j'ai eu un certain nombre de difficultés. Puis dans la ville, les scènes extérieures, bien, les scènes à caractère, disons, du milieu social de mon personnage François ont été tournées dans un quartier qu'on appelle la Petite Pologne. Mais dans les gens, oh, il faut savoir une chose, tous les gens qu'on voit dans le film, que ce soit des scènes de bar ou dans la ruelle, il y a des gens, ce sont tous des figurants dirigés par le metteur en scène. Il n'y a pas de vrai monde qui traverse sur le plateau. Là. Tout ça, c'est contrôlé. Quand vous voyez dans un film, il y a une bicyclette qui passe, une voiture qui passe, elle est contrôlée. Elle a ses cues, comme on dit. À part à tel moment, elle arrive à tel frère, etc. Arrête de bouder. Alors donc, il y a eu ce quartier-là. Il y a eu le tournage quand mes personnages au début du film rêvent d'aller à San Francisco puis ils vont plonger dans la fontaine du parc municipal. Ça, évidemment, on a tourné ça au parc Champlain. Toute une nuit, d'ailleurs, on est arrivé dans le parc, je crois, à 7 heures le soir pour s'installer. Et j'ai fini de justesse, le soleil se levait, puis c'était une scène de nuit. Parce que le parc Champlain, c'est grand. Dans le film, ce qu'on voit, c'est une scène de nuit, mais il faut savoir que sur le plateau de tournage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclairage. Et une anecdote, ce soir-là, mon directeur de la photographie, celui qui était responsable des éclairages, a été quand même, comme on dit, un gros, excusez-moi anglais, mais en cinéma, c'est ça, un gros setup, là, de tout installer ça. Et l'image, malgré tous les éclairages, était toujours sombre, toujours sombre, toujours sombre. Et là, le temps passe, là. Et je ne peux pas tourner. On remet de la lumière. Là, ça n'avait plus de bon sens. Fait que là, on s'est calmé tout le monde. Jean Lemay était mon directeur photo. Et moi, le caméraman et le metteur en scène. Là, j'ai dit, il y a un autre problème ailleurs. Là, ça ne se peut plus. Parce que mon pose-maître m'indiquait des bonnes lectures. Mais dans la caméra, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Finalement, pauvre lui, mon assistant à la caméra avait accroché un petit piton sur la caméra vidéo broadcast que j'avais, ce qui avait changé l'ouverture, mais je ne savais pas. Une fois qu'on a eu trouvé ça, ça a été correct. D'autres scènes après ça, à Trois-Rivières, ben, les scènes en intérieur, là, sur la rue Saint-François-Xavier, et puis, c'est ça, puis d'autres scènes de rue. Un plateau qui a été pour nous, qui a failli être catastrophique, c'est le fameux rang de Saint-Étienne-des-Grès. Ouf, la nuit où on a tourné la scène du viol. Là, je rappelle, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu le film, il y a un personnage dans le film, mon personnage de Claude, qui va se faire violer par 3 hommes sur un terrain vague. Et on arrive là, il y a cette espèce de champ, une soirée de juillet formidable avec une lune. Bon, ça, c'était une soirée bénie. Alors là, mon équipe technique a fait l'installation de tout le plateau. Il y avait un grand travelling. En fait, j'étais là. Les spots, beaucoup de lumière. Mais là, ça n'a pas été long que même si on est dans le fond d'un rang, les curieux vont se ramasser. Il y a déjà, sur le bord du champ, il y a au moins, je dirais, 40 personnes qui regardent fascinées qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est embarrassant parce que l'acteur Gilbert Top, qui joue le rôle de celui qui va être violé, doit, comme on dit, jouer partiellement nu. Et puis, il vient nous demander si c'était pas possible d'éloigner les curieux. Alors, la solution, ce qu'on a fait, c'est que Jean Lemay, mon directeur photo, a pris une immense lampe de 2000 watts, puis l'a lancée sur les gens. Alors, les gens, ayant toute cette lumière-là dans les yeux, ne pouvaient plus voir ce qui se passait sur le plateau. Or, donc, on est presque prêt à tourner. On a fait plusieurs répétitions. Parce que si tu te rappelles, la scène commence, il y a une voiture qui s'en vient. Puis là, il y a un immense travelling de même. La voiture rentre dans le champ.
la caméra fait ça, puis il fait ça. Ça, c'est le premier plan de la scène. Alors, on a pratiqué tout ça et on a remis encore quelques spots parce que même si sur l'écran c'est une scène de nuit, sur le plateau il y a beaucoup de lumière. Le reste c'est des questions techniques, là. On sous-expose, puis etc. Et là, comme tout l'éclairage du plateau était branché sur le compteur de la vieille maison qui était à côté, c'est que le feu a pris, excuse-moi, il y avait une surcharge, le feu a pris entre la maison et le poteau de Hydro-Québec, vraiment. Alors là, bon, ça a été le branle-bas de combat. Et puis, une demi-heure après, les curieux étaient là, Hydro-Québec était là, l'ambulance était là. Alors tu vois que... Donc cette première nuit-là, j'ai pas pu faire cette scène-là. Heureusement, la maison n'a pas brûlé. Il y a eu quelques dommages. Hydro-Québec a changé tout ça. Et là, ben, le lendemain soir, on a recommencé en surveillant, enfin, les spécialistes sur le plateau avaient, peut-être éventuellement mal branché l'affaire, peu importe. Le lendemain, on a repris ce plateau-là, on s'en est tiré et la scène existe. Mais c'est tout un souvenir, là, les deux, la nuit, la fameuse nuit de juillet 83. Voilà. Il y a dans Crevé, avec le temps, là, une scène où il y a beaucoup de sang. Bon, on peut classer ça par mes effets spéciaux, là, ça n'en est pas à l'américaine, là, c'est pas des voitures qui se tamponnent, mais enfin. Et pour cette scène-là, évidemment, j'ai pris d'informations auprès de spécialistes, médecins, et même quelqu'un de la police, expert dans les taches de sang, pour savoir comment ça se comporte. Et puis, je ne me souviens plus pourquoi on n'a pas pris ce qu'on appelle du faux sang en cinéma, mais nous, on l'a tourné avec du vrai sang de bœuf. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que la journée de juillet où je vais tourner ce plateau-là, dans une location réelle, l'appartement n'est pas très grand, et il fait très très chaud, il fait 30-32 Celsius. Alors, imaginez-vous, pendant des heures et des heures, sur le plateau, plusieurs bouteilles de sang de bœuf qui traînent pour préparer cette scène-là, l'odeur et les mouches. Alors, on s'est battu contre les mouches pendant le tournage après, parce que j'avais toujours une mouche à quelque part, puis je ne la voulais pas. Alors donc, si on avait pris vraiment ce qu'on appelle du faux sang de cinéma, ben, il n'y aurait pas eu d'odeur, puis j'aurais sans doute pas eu de mouche, mais je trouvais que du vrai sang, parce que quand c'est là, ça fait longtemps, ça coagule, ça donnait quelque chose qui était comme plus réel que les plaques de ketchup qu'on voit trop souvent dans plusieurs films. Par rapport au sujet, la prostitution masculine, je sais qu'ici, au Québec, il y a 30 ans, quand j'ai fait ce film-là, c'était la première fois qu'il se faisait un film sur la prostitution masculine. Et c'est en recul d'une trentaine d'années, disons que les mœurs et coutumes ne sont peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, les perceptions non plus, etc. Donc, j'ai eu, ben écoute, je dois le dire, j'avais déjà plusieurs films vendus à la télévision, sauf celui-là, parce que, bon, je sais pourquoi je n'ai pas été capable de le vendre à la télévision, c'est que dans Crevé, dans le scénario de Crevé, ma perception du sujet, je n'ai jamais voulu être moral. Tu sais, je ne faisais pas un film pour dire c'est pas bon, c'est bon, c'est... Non.
Non, c'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit très souvent, Crever, évidemment, la circonstance, c'est la prostitution masculine, mais Crever est plus un film sur la maladie d'aimer, le manque d'amour, bon, les frustrations causées par ça. Alors donc, c'était... bon, cependant, peut-être que les télés de l'époque avaient une responsabilité, je ne sais pas, enfin, ils ont pris la décision de ne pas passer le film, mais au niveau maintenant de la distribution comme telle, étonnamment, le film aura un magnifique succès. Et pas dans les salles, c'est un long métrage que j'ai fait qui n'est pas passé dans les salles, mais j'avais un distributeur, une maison de distribution de Montréal, le groupe Multimédia du Canada, et mon distributeur à Montréal va l'offrir sur le marché institutionnel. Et puis ça, je peux vous montrer tout ça, les piles Et ça a été spectaculaire parce que le film aura une carrière de 10 ans au niveau des ventes, ce qui est très rare parce que la carrière d'un film, même aujourd'hui en 2014-2015, c'est moins long que ça. Là. Mais normalement, la carrière commerciale d'un film, que ce soit en salle ou sur le marché institutionnel, la carrière va durer à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Crever, lui, je vais vendre ça coast to coast à tout ce qu'il y a de polyvalent, de cégep, d'université, partout il y a des cours de psychologie, d'assistance sociale. Ce qui fait que les ventes vont durer pendant une bonne dizaine d'années. J'en ai vendu au ministère de la Justice du Québec, une copie au ministère, les associations de ceci, les affaires de suicide, les affaires de drogue, de prostitution. Ça a été incroyable parce que devant disons, la dimension psychologique du film et le caractère social du film aussi, plusieurs institutions se sont servies de ce long métrage-là comme un document déclencheur pour enseigner quelque chose ou pour discuter un certain nombre de choses sur le comportement humain et le comportement social. Alors, dans ce sens-là, on peut dire que c'était un magnifique succès. Parce que, tu sais, quand on fait un film, on souhaite qu'il soit vu, notre film, c'est évident. Mais on ne le sait pas d'avance. Hein. On ne le sait pas du tout d'avance. Même, en tout cas, dans le cas de Crever, je ne m'attendais vraiment pas que ça se déroule comme ça après. Tu sais, je me disais, bon, ben, je vais sortir le film, faire quelques soirs dans une salle, puis point final, mais non, c'est bon. Et la seule la seule télévision qui va mettre le film en ondes à la télé, c'est TV Ontario. Puis je me rappelle, j'étais allé à Toronto, et c'est dans le cadre d'une émission très spéciale, d'une espèce de forum. Et puis là, ben, il y avait toutes sortes de monde, des travailleurs sociaux, il y avait un prêtre, il y avait moi, puis bon. Et là, après la projection du film, à TV Ontario, là, il y avait une discussion, évidemment, en français. Mais comme j'étais francophone, je pouvais parler plus vite et exposer un certain nombre de choses que les autres n'avaient pas vues. Ça a été une très belle expérience. Alors, voilà. Puis là, ben, aujourd'hui, je pourrais même dire, grâce à toi, que le film soit sur YouTube, même 30 ans plus tard, puis j'ai quand même lu des commentaires de spectateurs qui m'ont écrit. Je suis très content, enfin, et à ma grande surprise, en tout cas, je suis content que le film ait comme une deuxième carrière quelques 30 ans plus tard. Puis ça me dit en même temps que, OK, peut-être que les modes ont changé, les modes de vêtements, les coupes de cheveux, mais que, tu sais, sur le plan humain, sur le plan psychologique, c'est la même chose, tu comprends-tu? Et puis, je ne sais pas si tu vas conserver ça au montage, mais je peux quasiment confirmer aujourd'hui qu'il y aura une version en sous-titres anglais. Vraisemblablement, parce que ça a été demandé souvent, puis je trouverais ça intéressant, puis je vais le faire parce que ça me plaît de faire ça.